cette présentation, on parlera de burn-out. Il y en aura une personne qui a écrit un livre sur le burn-out, complémenter ma présentation, parce que moi, je ne vais voir que la partie hormonale et accessoirement nutritionnelle. Hein? Et donc, c'est le... Les gens sont parfois si fatigués qu'ils sont carrément burn-outés, donc c'est plus que surmené. Et comment avoir de l'énergie élevée. Parce que les mots que nous utilisons sont très importants. Si vous utilisez le mot positif, par exemple, j'ai de l'énergie, vous avez déjà plus d'énergie. Si vous dites je suis fatigué, vous allez déjà plus sentir plus fatigué. Donc je vais essayer d'utiliser des mots positifs parce que ça joue aussi un rôle. Alors, beaucoup de gens sont fatigués aujourd'hui. Donc c'est la première plainte que nous avons dans notre consultation. Donc les gens ne viennent pas pour des raisons esthétiques chez nous et d'améliorer de l'intérieur vers l'extérieur. Ils viennent surtout d'abord pour régler un problème de fatigue qu'ils ne savent pas régler. Le numéro 2, c'est la dépression. Donc nous allons voir après ceci aussi la dépression. Et alors, sont même tellement fatigués qu'ils sont burn-outés. Quand on est burn-outé, on ne récupère plus. On n'est plus comme avant et c'est fini. Il y a évidemment toutes sortes de techniques pour quand même récupérer, mais si on récupère, ça prend tout un temps. Normalement, si vous êtes vraiment appliqué dans ces cours-ci, vous allez apprendre qu'en 2 à 6 mois de temps, le burn-out sera totalement disparu chez votre patient. Il faut le voir une deuxième fois, une fois qu'il prend un traitement, et faire encore optimiser le traitement. Et puis, la majorité de nos patients burn-outés ne sont plus burn-outés sans psychothérapie. Bon, s'ils font de la psychothérapie, c'est encore un acquis en plus. Donc, j'ai écrit sur la fatigue toute une newsletter il y a un certain temps. On va l'éditer en livre, en e-book. Je ne sais pas quand, j'espère l'année prochaine. Et alors, comment regagner cette énergie ? Hein, sans faire semblant. Vraiment une vraie énergie qui va tout seul, qu'on ne doit pas faire un effort. Alors, essayons d'abord de comprendre comment nous pouvons acquérir de l'énergie. Il y a 5 facteurs qui permettent d'augmenter l'énergie dans notre corps. 5 facteurs sur lesquels les thérapies hormonales dont je vais parler vont agir. Certaines agissent sur certains facteurs, d'autres sur tous les facteurs. Donc, il faut augmenter la prise d'oxygène. À la limite, il faut respirer plus profondément. Vous connaissez peut-être ces petits exercices. Il y a une petite app comme ça, Respire, Relax. On respire 5 minutes le matin et 5 minutes le soir. Et donc, c'est une sorte de colonne où une boule augmente. Et puis, alors, on respire et puis on expire 6 fois par minute pendant 5 minutes. Alors, je fais ça tous les matins, mais pas toujours avec l'app. Je le fais un peu spontanément. Et donc, il faut augmenter son oxygène. Et vous voyez ici, donc l'oxygène, à quoi il sert ? C'est qu'on oxyde des molécules comme celle du glucose, hein, et ça permet de sortir de l'énergie et de l'emmagasiner dans de l'ATP, donc au niveau des mitochondries. Donc, respirez plus, vous allez pouvoir brûler plus de sucre. Donc, les diabétiques, peut-être, c'est aussi une méthode pour diminuer leur taux de sucre. C'est de mieux respirer. Ça, c'est la molécule de glycogène, parce que normalement, il faudrait une petite dia avant, non ? Bon, ça, c'est la molécule de glycogène dont je vais vous parler juste après, je crois, qui est aussi nécessaire. Donc là, on stocke le glucose, qui permettra, avec l'oxygène, de pouvoir extraire de l'énergie. Donc, c'est une petite protéine ici au milieu, et autour, c'est des polysaccharides. Et on a dans notre corps, par exemple, au niveau des muscles, 400 grammes de glycogène. 400 grammes. C'est le plus grand stock de glycogène, c'est dans les muscles. Évidemment, on a beaucoup de muscles aussi. Hein. Grosse partie de notre corps est fait de muscles. Et on a 100 grammes de glycogène dans le foie. Donc, ce n'est pas le foie qui est le principal stockage, c'est les muscles. Ça correspond environ à 415 kilocalories. Donc, on a en fait l'énergie pour une journée entière dans les muscles et le foie ensemble.
Et alors, le cerveau a presque pas de glycogène, hein, 1 à 3 grammes, le sang, 4 grammes, c'est pas grand-chose. Donc, c'est surtout ces deux stocks et surtout le muscle qu'il est intéressant d'influencer parce qu'elle a une réserve pour fabriquer de l'énergie. Et donc, on a des taux de sucre élevés qu'il faut ici avoir dans ses muscles et dans son foie. Attendez, hop. Et vous avez ici, et alors il faut aussi avoir suffisamment d'ATP. Donc, il ne faut pas seulement qu'on ait des précurseurs de l'énergie, il faut aussi avoir l'énergie sous forme d'ATP. Alors, l'ATP, combien par minute est-ce que chaque cellule fait de molécules d'ATP? 1 à 2 milliards d'ATP par minute, par cellule. Et le corps entier fait des quantités énormes. Et on fait, dans le corps, on produit environ 3 fois notre poids en ATP par jour. Donc ça veut dire qu'on consomme beaucoup. Donc imaginez ce que vous consommez. Et donc l'ATP est fabriqué au niveau des mitochondries, hein, entre autres par une enzyme ici qui s'appelle la ATP synthase, qui est un peu dans la paroi interne ici, puisqu'il y a une double paroi dans les mitochondries, et c'est l'ATP synthase, qui ressemble à ceci. Et comment ça fonctionne pour l'énergie? Eh bien, lorsqu'une molécule de phosphore se libère, l'énergie se libère. Et en fait, c'est surtout l'énergie qui vient de la séparation du phosphate terminal qui donne beaucoup d'énergie. Il y a quelques énergies si on fait on va de ADP à AMP ou de AMP à rien, mais c'est surtout l'énergie ici. Donc, il faut essayer d'avoir de bons stocks. Alors, il faut aussi avoir assez de phosphore. Et le phosphore se trouve surtout où? Dans les fruits et légumes? Ah non. Dans la viande, les protéines animales. Donc, il y a beaucoup de végétaliens qui ne mangeaient rien du tout comme protéines, qu'on améliore l'énergie en les passant à manger de la viande, en leur disant, écoutez, votre tube digestif, il fait 7 mètres, ce n'est pas celui du tout d'un herbivore. Un herbivore, c'est 32 mètres, donc il permet d'extraire 30% des acides aminés des plantes chez un herbivore, mais notre tube digestif est capable seulement d'absorber 10% des acides aminés venant de plantes. Et c'est 65 à 70% des acides aminés sont absorbés à partir de la viande. Donc on a un intestin de carnivore. 7 mètres, c'est le loup, c'est le renard et c'est l'être humain. Et alors, il faut aussi que le pH soit... c'est une erreur ici, c'est 7,32, je crois, hein, qu'il faut avoir ici, en pH. Mais donc, notre pH est légèrement alcalin. Ne peut pas devenir plus acide. En fait, lorsqu'on fait un effort physique, on devient acide et on accumule l'acide lactique. Mais le corps s'adapte et parvient à faire face. S'il ne s'adapte pas bien, c'est l'acide lactique qui provoque les courbatures et les douleurs dans les muscles par acidité. Et donc, il faut aussi avoir assez de sang qui arrive vers les organes. Par exemple, dans l'insuffisance thyroïdienne, la circulation de sang diminue et il n'y a pas assez de sang qui arrive partout. Et donc, vous allez avoir des endroits du corps qui vont se fatiguer plus. Il faut vraiment avoir, comme dans l'euthyroïdie, un bon passage de sang. Donc, ce sont les 5 facteurs qui permettent d'avoir plus d'énergie. Et vous pouvez essayer de déterminer ce qu'il y a chez vos patients, mais en déterminant les carences hormonales, de toute façon, vous allez améliorer l'énergie, puisqu'elles agissent très souvent là-dessus. Alors, il faut aussi une bonne pression artérielle. Vous avez, par exemple, ici, donc, quand est-ce qu'on se sent hypotendu? Eh bien, à partir, en tout cas, d'une pression de moins de 110.
et de moins de 70. Donc, toutes ces pressions, on a de plus en plus de problèmes. On meurt d'ailleurs à une pression artérielle qui est entre les 50 et 35 pour la diastolique. Donc ici, vous voyez l'importance d'avoir beaucoup de sang qui arrive dans le cerveau aussi. S'il y a moins de sang, il y a moins d'irrigation, par hypotension par exemple, ou insuffisance thyroïdienne. Alors comment est-ce qu'on devient fatigué? Eh bien, dans la fatigue, il peut y avoir une fatigue transitoire et les mécanismes sont l'opposé, en fait, de ce qu'on vient de voir. Moins de sang qui arrive, accumulation d'acide, moins d'énergie, moins de sucre, moins d'oxygène. Et il suffit à ce moment-là, quand elle est transitoire, généralement, de se reposer. Donc, pas oublier aussi de se reposer. Si quelqu'un, moi j'ai des patients, parfois ils dorment 4 heures et tout le reste, tout le temps en train de bouger. Et bon, ça c'est pas bien. Donc il faut quand même leur dire de se reposer normalement. Donc moi, pendant très longtemps, je ne dormais que 4 heures et j'étais toujours occupé. Maintenant, je ne le fais plus. Je suis devenu plus sage ou plus vieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sens que c'est quand même plus respectueux de mon corps. Je crois avoir moins l'air fatigué. Donc la fatigue chronique, les mécanismes, c'est le même mécanisme, évidemment. Mais alors, c'est que même si la personne se repose, ce n'est pas suffisant pour récupérer. On dort 10, 12 heures dans le lit, on n'a pas récupéré. Alors là, ça ne devient pas normal. Et quand elle est vraiment chronique à ce point-là, il faut penser qu'il faut des traitements hormonaux et nutritionnels pour pallier à cela. Donc, c'est la fatigue chronique dont on va parler ici. Alors, les 5 types de fatigue, selon le type de fatigue, la cause est différente, hormonale ou nutritionnelle. Mais surtout hormonale quand elle est très importante. On a la fatigue du matin. Donc, on se lève fatigué. On a la fatigue de l'après-midi, par exemple. On a la fatigue de l'après-midi et de le soir. Chaque fois, une cause différente ici. Ou très souvent, la fatigue du soir tout seul, ou la fatigue de l'ensemble de la journée, c'est toujours une fatigue du même type, de même intensité, ou bien la fatigue due à un manque de sommeil, donc il faut améliorer le sommeil là, ou la fatigue due au stress, donc il faut améliorer les réactions au stress, ou simplement diminuer le stress, ou la fatigue seulement lors du sport, donc elle peut aussi due à une carence hormonale, ou la fatigue qu'on a dès qu'on se repose, on ne se sent pas bien, donc on reste en mouvement pour mieux se sentir, ou la fatigue que lorsqu'on se lève, on a un peu des tournoles, ou la incapacité de récupérer. Quoi qu'on fasse, on ne sait pas récupérer. Plus jamais dans sa vie, on a encore été tout à fait frais. Tout ça, un traitement. Facile. Ce n'est pas une psychothérapie de 2 ans. Ou l'épuisement qui est terrible. On ne sait plus rien faire de trucs. On préfère rester à la limite dans le lit. Et souvent, cet épuisement est mélangé avec une incapacité de récupérer. Ou le burn-out, où on a aussi des réactions qui sont tout à fait inadéquates. On a usé tous ces cartouches. Alors, la fatigue du matin, lorsqu'on se réveille, est due en fait en cause principale et prédominante, c'est l'insuffisance thyroïdienne. C'est très typique. C'est vraiment ça la cause la plus fréquente. Et alors, ceci est par exemple, on voit ici le matin et puis le soir. Ça, c'est la journée, les heures de la journée. Et c'est quoi alors cette fatigue due à l'insuffisance thyroïdienne? À quoi elle ressemble? Sur un graphique, elle ressemble à ceci. Le pire, c'est le matin au lever. Là, on est vraiment fatigué. Et une fois qu'on commence à bouger, on se sent de mieux en mieux. Et en fin de journée, il n'y a pas où il y a peu de fatigue. Et on sent le mieux le soir. Et
Donc c'est le mouvement et l'activité qui stimule en fait la circulation de sang, qui est trop lente dans l'insuffisance thyroïdienne, qui permet d'expliquer. Et donc le patient est vraiment... Tous les symptômes d'ailleurs du patient, autres même que la fatigue, sont pires. Donc même les signes physiques, gonflement des poches sous les yeux et des choses comme ça. Et donc le soir, c'est vraiment une personne qui se met à chanter, hyperactif, n'a pas envie d'aller dormir. On a des enfants comme ça. Hein? Donc vous avez un enfant comme ça, vous dites... Pas d'hormones thyroïdiennes pour mon enfant. Hein. Ah non, hein, pas d'hormones, hein, c'est dangereux. Hein. OK. Il va à l'école. Il est très difficile d'aller à l'école. Il est un peu... Et alors, l'école se passe entre 7h et, disons, 16h ou 17h. Hein. Donc là, ça va être très difficile pour lui à l'école. Hein. Il doit chaque fois de faire un effort. Ça sent même un courage héroïque. Et alors, le soir, vous ne savez pas le mettre au lit. Vous dites il est perturbé ou quoi. Non, vous n'avez pas comblé l'insuffisance thyroïdienne. Et elles sont fréquentes. Hein? 1 sur 20 en insuffisance thyroïdienne? Non, c'est quelque chose comme 3 ou 4 sur 10. Parce que c'est impossible, mais totalement impossible dans ce monde pollué actuel, que sur les 35 hormones importantes, un bébé qui naît soit optimal dans toutes les hormones. Donc ils ont tous un peu de carence hormonale. Alors on peut dire, OK, on peut accepter, on va mieux manger, etc. Mais si un enfant est robuste et petit avec un nez, la racine de nez enfoncée, il a une insuffisance thyroïdienne. Il faut traiter. Et plus on prend de l'âge, plus il a des risques d'aggraver ou d'avoir une insuffisance hormonale. C'est comme pour les lunettes. Hein. Combien d'enfants doivent apporter des lunettes? Hein? Il y en a beaucoup. Et en fait, ça vaut la peine de traiter. Moi, j'ai été traité vers l'âge de... Je ne me rappelle pas très bien si c'était 4 ou 5 ans, mais c'était un peu vers cet âge-là, j'avais des infections les unes après les autres, et bien hop, c'était fini avec les hormones thyroïdiennes. Alors, on a d'autres symptômes aussi qui apparaissent à ces moments-là, qui sont plus intenses, comme les signes physiques, les cheveux secs, mais surtout les gonflements, plus importants le matin que le soir. Et le visage un peu gonflé, les poches sous les yeux, etc. Typique. Aussi une attitude un peu... on est lent le matin, grognon à la limite, on pense pas bien, etc. Donc il y a d'autres signes qui peuvent nous aider à bien faire les diagnostics. Alors, il y a aussi la fatigue au repos qui est aussi due à l'insuffisance thyroïdienne, parce que nous avons la même chose. Le sang circule lentement, donc on se pose et on n'est pas bien. Hein? Donc, ce sont des gens qui sont souvent, comme adultes, caractère type A. C'est en fait l'adulte hyperkinétique, tout le temps en train de faire quelque chose, parce qu'il sent mieux comme ça. Mais ça a quand même une conséquence, c'est qu'on s'use plus. Il y a plus d'infarctus dans les caractères type A. Et alors, vous voyez aussi, donc, sur un graphique, c'est comme ça qu'on pourrait représenter, dès qu'il reste assis. Hein. Alors, reprenez notre enfant, tout jeune, va à l'école. Il est comment? Ils peuvent bouger tout le temps? Non. Dans la classe, ils doivent rester tranquilles. Donc, cette fatigue et grosse fatigue là. Enfin, un courage héroïque hein, pour un enfant d'aller à l'école avec une insuffisance thyroïdienne importante. Alors, comme il y en a d'autres qui ont le même problème, on pense que c'est normal, mais c'est une insuffisance hormonale. Dans les études, elles ont montré qu'on avait environ 10 à 70% au moins de sang qui passe dans le cerveau dans l'insuffisance thyroïdienne. Ça dépend les cas des patients ou de la gravité de leur insuffisance thyroïdienne. Mais donc, ça veut dire qu'il y a moins d'oxygène et moins de nutriments et d'énergie pour le cerveau, les nerfs, les muscles. Et alors, la réaction, c'est de devenir hyperkinétique, parce que ça accélère le sang du sang. Donc, ces enfants hyperkinétiques, ils sont punis parce qu'ils sont hyperkinétiques, mais en fait, c'est la bonne réaction par rapport à l'insuffisance thyroïdienne. S'ils ne reçoivent pas d'hormones thyroïdiennes, ils doivent bouger. Donc, ils ont quand même une vie pas agréable. D'abord, ils sont fatigués, ils doivent rester tranquilles, ou ils sont fatigués, et s'ils bougent, ils sont punis, quoi. Alors, ce qu'on fait, alors, sans aucune scrupule, hein, on leur donne de la relatine, quoi. Hop,
Est-ce que ce n'est pas mieux de donner les molécules du corps? Beaucoup moins d'effets secondaires. On n'a pas d'effets secondaires si on donne la bonne dose. Le corps est mieux, le corps est fait pour ça. Et alors, donc vous voyez ici ces résultats dans les études, ici une étude belge d'ailleurs. Dans l'hypothyroïdie, c'est la circulation de sang, et vous voyez que quand on met en euthyroïdie, c'est beaucoup mieux. Mais regardez ici, là, 3 fois plus presque, hein, pour cette personne. Mais c'est encore peut-être pas assez, parce qu'on ne donne peut-être pas le bon traitement. La thyroxine ne marche pas bien, il faut donner un traitement contenant aussi la T3. Alors, le traitement, dans les meilleurs traitements, c'est par exemple ERFA ou Armour thyroïde qui vient des États-Unis ou du Canada. Les extraits thyroïdiens sont encore meilleurs. On n'a malheureusement plus chez nous de façon officielle. Nature ou Westroid sont deuxième meilleurs parce qu'ils n'ont pas de conservateurs dedans. Donc, ils sont bio, pour ainsi dire. Mais le problème, c'est que parfois, il y a des souches, des séries de boîtes qui ne marchent pas bien. Donc, ils sont périmés plus vite. Et alors, ceux qui sont fabriqués à la pharmacie à part de composants ne donnent généralement pas de résultats. Donc, il faut au moins augmenter de 50% la dose avec cela pour avoir un effet, mais ce n'est pas si bien. En général, je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas de bonne qualité. Alors, on a aussi les combinations synthétiques, mais ça n'a pas un effet aussi constant, matin et soir et nuit. Donc, c'est vite rentré dans le sang le matin avec la T3, et puis après, il y a trop peu le soir. Donc, il faut le fractionner alors la dose si on prend ça. Le Novotyral, le Tyral, qui est aussi disparu de la Belgique, donc il faut que le pharmacien le commande dans un des pays environnants. Mais c'est quand même encore acceptable si vous le donnez 2 fois par jour, matin et midi par exemple. Et alors la T4, pour l'énergie, ça c'est pas génial. Hein? Beaucoup de patients ne sentent pas les différences, certains oui, mais alors il faut quand même être à une dose qui supprime la TSH hein, pour avoir un résultat. Et là, le dérivé de T3, seul, ça ne dure pas assez longtemps, ça a une durée de 3-4 heures, donc il faut faire une prise de 5 fois par jour pour avoir de bons résultats. Donc il faut déjà être très discipliné. Donc la différence avec les hormones thyroïdiennes, on va le voir sur le patient. On voit par exemple qu'après 61 jours de traitement thyroïdien, il dégonfle. Donc il est fatigué, il est mieux ici. Et ça, c'est des photos du début 1900, hein. Donc il y a plus de 100 ans hein, que ces photos ont été prises. Donc, le médecin était plus doué dans ce temps-là qu'actuellement, parce que dans les rues, combien de gens est-ce que vous ne voyez pas comme ça hein? Mais vous êtes les magiciens. Vous êtes ceux qui peuvent changer la situation. Voilà, avant, gonflé, insuffisance thyroïdienne, après, c'est quand même beaucoup mieux. Même il a plus de cheveux, si vous regardez bien, il a des cheveux ici qu'il n'y avait pas là, quoi. Et ça, c'est en 2 mois de temps, hein, 2-3 mois. Enfin, moi, je vais un peu lentement, donc parfois, ça prend un peu plus de temps. Alors, l'efficacité, ça marche mieux avec les préparations T3, T4 que la T4 toute seule. Alors, vous avez des études qui démontrent, évidemment, cette réduction de fatigue, hein, et que les extraits thyroïdiens sont meilleurs que la thérapie à la T4, par exemple. Ici, c'est une étude que j'ai moi-même publiée il y a déjà très longtemps. Donc, les patients qui venaient chez moi, qui prenaient du T4, la thyroxine seule, et qui n'étaient pas bien, qui avaient encore des insuffisances thyroïdiennes, 96% de ceux-là qui étaient sur T4 se plaignaient encore de fatigue. Et pour améliorer cela, nous avons passé à des doses relativement équivalentes d'une combinaison T3, T4, soit Novotyral, soit les extraits thyroïdiens qui à ce moment-là étaient Armour thyroïde. Et quels sont les résultats? Eh bien, 24% de ceux-là qui avaient encore de la fatigue ont une disparition totale de leur fatigue, vraiment étaient absolument plus fatigués. 70% ont une diminution de leur fatigue, mais très significative. S'ils hésitaient, on marquait qu'ils n'avaient pas amélioré. Et
Seul 1% une personne avait une fatigue qui restait la même, et 1% ou une personne avait une fatigue qui s'est empirée sur les 91 patients insuffisants thyroïdiens, diagnostiqués insuffisants thyroïdiens par d'autres médecins. Alors, vous avez encore d'autres études qui montrent en fait que vous avez des marqueurs intracellulaires du traitement thyroïdien. Et on voit en effet que lorsqu'on donne le traitement, ces marqueurs augmentent. Et ces marqueurs sont par exemple SHBG, sex hormone binding gluten, est fortement influencé par les hormones thyroïdiennes. D'ailleurs, si quelqu'un a un excès d'hormones thyroïdiennes, c'est beaucoup trop élevé cette valeur. Même chose pour le collagène N-terminal peptide. Donc l'efficacité, c'est que pour la fatigue, c'est surtout à partir du deuxième mois qu'on commence à améliorer. Pourquoi? Parce qu'on commence très lentement les doses. Donc on doit commencer très lentement. Sinon, il y a des palpitations. Il faut une adaptation. Et c'est surtout au courant du deuxième mois qu'ils commencent à améliorer leur fatigue. Et troisième mois, c'est encore mieux. Et quatrième, encore mieux. À mesure que la dose augmente et est adaptée. Bon, donc vous avez encore toutes sortes d'études qui montrent une association de la fatigue avec des problèmes thyroïdiens, surtout insuffisants thyroïdiens. Ça, vous voyez aussi dans mon livre jaune ces références. Alors, la fatigue de l'après-midi, c'est dû à quoi? Alors, c'est souvent dû à carence en magnésium. Et la plupart de nous ont un taux de magnésium pas optimal. Et une façon, c'est que si tout est tendu dans votre dos, là, vous savez que vous manquez de magnésium. Hein? Alors, qu'est-ce que ça provoque? Une tension dans le dos. Le matin, vous vous levez tout frais, ça va encore. Mais plus, si vous restez contracté, c'est de plus en plus fatigant. Et donc, c'est surtout l'après-midi qu'on va commencer à être fort fatigué par manque de magnésium. Et donc, les associations avec des taux bas de magnésium et de la fatigue ou une qualité de vie basse, etc., c'est connu. Et aussi l'amélioration avec le magnésium. Vous avez donc, surtout, c'est les contractions du bas du dos sont influencées par le magnésium. Et en fait, le magnésium se trouve dans les légumes à feuilles vertes. Alors c'est vrai, vous allez me dire, mais vous savez, les noix ont aussi beaucoup de magnésium. Oui, mais on ne l'absorbe pas bien à partir des noix. Et en plus, les noix ont des inhibiteurs enzymatiques qui bloquent les enzymes digestifs. Donc manger des noix, toujours mauvais si vous ne les avez pas trempées dans de l'eau avant, pendant la nuit par exemple. Et le trempage permet de diminuer fortement les problèmes. Alors, le café et les boissons acides et le thé, même le thé, c'est pas bon parce que ça fait perdre du magnésium. Donc ça vous rend fatigué l'après-midi. Et ça tend votre corps, donc vous pouvez aussi avoir mal au dos. Même si probablement la principale cause de mal au dos, apparemment, c'est la vitamine D. Nous devons tous prendre 10 000 unités de vitamine D minimum par jour. Mais c'est encore une autre histoire, parce que j'organise des congrès, et un des congrès, où le plus grand, est au Brésil, et on a fait venir les 2 sommités de prescripteurs de vitamine D, et là, ils donnent au moins 10 000 unités. Quand vous allez au soleil, vous êtes légèrement un peu rouge, mais pas brûlé, vous faites 20 000 unités de vitamine D. Et on a des douleurs un peu partout dans le corps quand on manque de vitamine D. Donc, le traitement au magnésium, c'est évidemment manger plus de légumes à feuilles vertes. Plus foncé est le vert, plus il y a du magnésium dedans. Alors, il y a le magnésium citrate, le magnésium malate ou le magnésium glycérophosphate. C'est quoi le meilleur? Je ne sais pas trop bien pour le malate, mais ils sont assez équivalents, mais c'est le citrate le meilleur. Pourquoi? Parce que ça alcanilise le corps. Les glycérophosphates acidifient. C'est justement celui qu'on n'a pas ici en Belgique, pratiquement. Sauf que maintenant, il existe un qui a l'air très très bien, qui est un mélange de citrate et de magnésium à 200 mg. Et parmi ces somnités de la vitamine D, il y en avait un qui était aussi, qui connaissait bien en magnésium. Lui, il prend 4 fois par jour 200 mg de magnésium citrate. Et avec ça, il a une très très bonne énergie.
et pas de diarrhée. Parce que si on prend 400 mg, plus vite de la diarrhée, mais à 200 mg, supporté, et si on éparpille. Et là, vous avez un corps beaucoup plus détendu, évidemment. Hein? Donc, c'est le dos des choses. Vous allez chez l'ostéopathe, c'est tendu. Peut-être simplement un manque de magnésium. Donc, en fait, le magnésium, le mécanisme, c'est qu'il fonctionne au niveau des centres d'énergie, les mitochondries. Et en fait, les mitochondries stockent le magnésium pour les réactions qui sont là. Et vous voyez par exemple que le magnésium intervient dans la réaction qui rebâtit, reconstruit la molécule d'ATP à partir de ADP, adénosine diphosphate. On ajoute un phosphate, il faut du magnésium pour ça. Donc on a des stocks plus importants de magnésium avec d'énergie sous forme d'ATP avec du magnésium. Et en plus, le magnésium aussi améliore le catabolisme de l'ATP en ADP, donc l'utilisation de l'énergie. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de stocker, il faut aussi pouvoir utiliser cette énergie. Donc le magnésium est aux deux niveaux. Donc vous devez, alors, la grande cause de carence en magnésium, c'est soit on a trop peu dans l'alimentation, soit on en perd trop. Votre tasse du café du matin. Vous devez vraiment sacrifier votre stock de magnésium pour boire ce bon café qui a si bon goût. C'est bon le dopage. Et alors les boissons sucrées, évidemment, hein, ça entraîne du magnésium dedans. Hein. En plus, vous avez vu quelque chose? C'est du plastique. Je suis tombé sur une étude où on vérifiait les plastiques chez les hommes. Mais comme il y en a tellement, hein, et je crois qu'il y en a quelques milliers qu'on peut avoir, on n'a vérifié que 8 des quelques milliers. Et tous ces hommes qu'on a choisis avaient en moyenne 6 des 8 plastiques dans leur sang. Matière qui n'existait pas avant. Hein. Et plus ils avaient des plastiques, plus bas était leur taux de testostérone. Et on a vérifié, devinez quoi, qu'une seule hormone. Qu'est-ce que c'est pas avec les autres hormones? Vous voulez vraiment boire dans des bouteilles en plastique? Oh là! Je boirais plutôt au robinet ici. Oui, donc c'est un problème. Hein? Vous allez boire du plastique. D'ailleurs, c'est un goût plastique. Mais c'est gratuit. Vous ne devez pas payer pour le plastique. Donc, plutôt éviter, aussi pour le magnésium. Et les améliorations avec le magnésium, des études qui montrent des améliorations significatives, tout ça, c'est de la science, mais cette sorte de science soulage la souffrance de la fatigue. Alors, la fatigue qu'on peut avoir dans l'après-midi et le soir, c'est typique du manque de cortisol. Alors vous dites, moi je ne touche pas au cortisol, hein. Ça donne des atrophies, des bleus, ça fait grossir, ça pourrait faire vieillir précocement. Oui, si vous dosez mal, mais si vous dosez bien, la personne est bien meilleure, bien mieux. Pourquoi faut-il absolument que le patient, ou vous-même si vous êtes le patient, pourquoi faut-il absolument que toute votre vie vous souffrez d'une fatigue et que vous devez faire un effort l'après-midi et le soir parce que vous refusez de prendre du cortisol? Moi je prends du cortisol. Et parfois, j'en prends plus. Je n'ai pas encore pris plus aujourd'hui parce que mon énergie, ça va. Mais j'adapte. Évidemment, je prends aussi de la DHA pour bloquer tout effet toxique. Donc, le plus haut est la dose DHA qu'on prend, plus on est protégé d'effets secondaires du cortisol. Donc, cette déficience de cortisol a quelque chose de très particulier. Ça, c'est le matin et le midi, ça va encore, pas trop de problèmes. Et on se sent bien, ok? Et alors, le soir et l'après-midi, la fatigue commence à s'installer, comme vous voyez ici. Et c'est de plus en plus grave. On est crevé à la fin de la journée parce qu'on a épuisé son stock de cortisol. Alors, il y a quelque chose de particulier avec ça.
Ça, c'est comment on se comporte le matin, on se sent bien, sympa, gentil. On est extraverti même. Et alors, l'après-midi, ça commence à être désagréable. Hein? Vous êtes là, mais pas trop dire de mots de travers, sinon la personne va commencer à réagir et à être agressif. Et le soir, quand elle rentre à la maison, c'est pas terrible. C'est vraiment l'histoire du Dr. Jekyll et Monsieur Hyde. Hein? Donc, ils sont nerveux, tendus le soir, irritables, et la moindre parole, ils se querellent. Et des reproches, et voilà, tout ça. Agressif. Vous avez tous eu un peu cette expérience de certains personnages, peut-être, et vous-même vous retrouvez là. Alors, donc, agressif, parfois carrément démoniaque. Et alors, on voit d'ailleurs que dans le syndrome de fatigue chronique, il y a des taux de cortisol qui sont par rapport à des contrôles plus bas. 58% de taux c'est surtout le soir que c'est beaucoup plus bas. Donc si vous me demandez le matin, c'est peut-être bien, mais le soir, pas terrible. Donc c'est une fatigue aussi qui est plus importante en conditions de stress. C'est aussi dû au manque de cortisol. Ça peut être aussi dû au manque de magnésium, mais surtout manque de cortisol. Et alors, vous voyez ici, ces personnes-là, au travail, c'est trop. C'est vraiment ça qu'ils disent, c'est trop pour moi. Ça, c'est... donc, chaque fois qu'il y a un stress, la fatigue augmente. Parce qu'ils n'ont pas assez pour faire en plus du cortisol. Et normalement, le corps doit faire plus de cortisol en cas de stress. Hop, hop, hop. Et alors le burn-out, la carence principale dans le burn-out, c'est le cortisol. Si vous ne donnez pas de cortisol à un patient qui manque, qui est burn-outé, vous n'allez jamais totalement en sortir. Il devra faire avec, il va faire du palliatif. Il va réduire ses activités, il devra faire la psychothérapie pour apprendre à se contrôler et être gentil avec les gens le soir et l'après-midi, etc. Mais est-ce que c'est vraiment une belle médecine, ça? C'est utile, c'est très bien. Il faut faire ça en plus, en fait. Mais il faut aussi donner le traitement causal. Alors, le traitement, cortisol est probablement l'hormone qui donne le plus vite et le plus d'énergie. Et en général, c'est beaucoup mieux, du point de vue énergie, de donner le cortisol bioidentique, qui s'appelle à la pharmacie hydrocortisone, mais c'est la même molécule. Ça marche mieux que les dérivés de synthèse. Alors là, quand même, les dérivés de synthèse, le meilleur est peut-être la prénisolone. En Belgique, on ne n'a plus sous forme de comprimé, donc là, il faut faire des prescriptions. 5 mg est plus ou moins la dose. Hydrocortisone, c'est 20 mg chez la femme, 30 mg chez l'homme en moyenne comme dose. Mais divisé en 2 fois quand c'est l'hydrocortisone. Et oui, on peut aussi donner chez les personnes qui ont une hypertension, qui sont obèses ou qui retiennent de l'eau. Ce qui ne retient pas de l'eau à cette dose-là, c'est la méthylprénisolone, le métrol. 4 mg est une dose moyenne. Mais ça ne donne pas autant d'énergie que l'hydrocortisone. Donc parfois, chez certains patients, je fais un compromis. Moitié méthylprénisolone, 2 mg, et puis 10 mg ou 15 mg, si c'est un homme, d'hydrocortisone. Alors, ceci est une étude où on a donné que 5 à 10 mg d'hydrocortisone pendant un mois. Mais c'est trop peu, c'est tout le temps trop peu quand on donne ça. Mais même avec ce trop peu, on voit que dans l'étude des scores de fatigue par rapport à ceux qui ont reçu un placebo, ça ne marche plus? Ah oui, attends, oups là, ça va trop vite maintenant. On voit que le score de fatigue diminue plus que chez le placebo, où il y a aussi une diminution. Donc, 72% moins de score de fatigue. Et on voit aussi qu'à cette dose, on n'a aucune suppression des surrénales.
On a une suppression des surrénales très légère, avec une dose plus élevée, qui est plus active, mais ce n'est que temporaire. Si on arrête, après 2-3 semaines, on arrive au même niveau. Ceci est encore une étude. On a des 35 mg d'hydrocortisone, qui est une dose déjà plus active, et on voyait que la tension artérielle était meilleure, mais surtout la vigueur était meilleure, il y avait moins de fatigue. Et la fatigue se sent surtout lorsqu'on doit faire un effort. Là, on est bien moins fatigué. Là, on voit bien la différence. Donc, c'est une hormone qui permet d'avoir une meilleure énergie lors d'un effort, surtout mental. Alors, comment est-ce que la cortisol augmente l'énergie? Il va augmenter la pression artérielle, donc on aura plus de sang dans le cerveau. Il va aussi augmenter le taux de sucre, mais pas de façon pathologique normalement. Et on aura plus de molécules d'ATP et plus de glycogène dans le muscle et dans le foie et dans le cerveau. Donc, ça travaille sur des zones d'énergie très importantes. Et on voit toutes les études où on voit que le cortisol augmente le glycogène dans le cerveau, dans le cœur, dans le foie. Donc, c'est vraiment la molécule qui va augmenter l'énergie partout, mais toujours donnée ensemble avec la DHA. Si vous donnez 20 mg d'hydrocortisone, c'est 20 mg de DHA en moyenne qu'il faut donner, la même dose. Un jeune adulte en bonne santé sécrète la même quantité de DHA que le cortisol, 20 ou 30 mg selon le sexe, plus chez les hommes. Toujours, ça empêche tout effet négatif de l'hydrocortisone. Donc je ne donne jamais la cortisol sans DHA. Alors, la fatigue due au fait de mal dormir, ça c'est très important, c'est un gros problème, si facile à arranger, vraiment. La cause numéro 1 de la fatigue par manque de sommeil est due à la carence en mélatonine, mais ce n'est pas la seule carence. Mais la mélatonine, il ne faut pas donner trop de mélatonine, elle a un effet contraire alors. Et les doses qu'il faut donner, c'est en sublingual. La dose normale est 0,05 mg à 0,1 mg. On peut aller parfois plus élevé. Ceci est peut-être encore un peu trop élevé. Mais en fait, quand vous faites de la monothérapie, vous donnez que de la mélatonine à une personne, il faut une dose plus élevée que si vous donnez plusieurs hormones. Là, il faut des doses plus basses. Tout est plus actif quand on traite toutes les carences hormonales. Donc, l'oral n'est pas bien. C'est mieux que rien, mais très difficile à balancer. Alors, la fatigue le soir, quand on s'endort devant la télévision, ça, c'est une cause typique. Ça, c'est le manque de fer. S'endort devant l'écran de télévision ou presque endormi, manque de fer. Ça se voit surtout chez les dames qui ont plus facilement une carence en fer parce qu'elles perdent du sang dans les règles. Et donc, en fait, un traitement serait de donner 200 à 500 mg de fumarate de fer. Il y a d'autres formes aussi qui peuvent être bonnes pendant de 2 à 8 mois. Ça dépend de l'importance de la carence en fer. Donc, ça donne une idée un peu. Donc, par exemple, 210 mg ici, il y a peut-être que 40 mg de fer là-dedans, de fer élémentaire. Donc, il faut avoir 80 mg de fer élémentaire, en fait, dans un traitement par jour. Alors, je le donne après le repas du soir. Pourquoi? Pas parce que c'est mieux absorbé, parce qu'on n'a pas de troubles digestifs aussi facilement. Et donc, on sait les prendre plus longtemps et mieux. Après le dernier repas. Alors, la fatigue permanente qui est toute la journée là et qui est toujours en arrière-fond à la même intensité qu'elle a la carence là derrière, eh bien, la carence chez l'homme et la femme, chez la femme, c'est les carences en œstrogène. Chez l'homme, c'est la carence en testostérone. Tout le temps en arrière-fond. Donc, de nouveau, s'il dit, moi, je ne touche pas aux hormones sexuelles, cette femme ménopausée ou cet homme andropausé ou en tout cas même une légère déficience est tout le temps un peu fatigué. Et la plainte principale est souvent, chez le médecin, c'est « aidez-moi, je suis trop fatigué ». Et nous sommes des thérapeutes.
S'il y a eu plusieurs vies, nous avons peut-être été des chamans ou des choses comme ça, mais nous sommes des thérapeutes. Nous sommes là, notre mission, je crois, est d'aider et de soulager la souffrance en traitant de préférence la cause et pas les conséquences. Vous n'avez pas donné la relatine pour qu'il y ait plus d'énergie. Hein. Alors, donc cette fatigue permanente, sur une courbe, ça ressemble un peu à ça, tout le temps un peu en arrière-fond. C'est pas terrible, mais c'est toujours un peu là. Et alors la fatigue qu'on a lorsqu'on a des activités physiques de plus, vous faites du sport et je suis beaucoup plus fatigué lors du sport, dit le patient, eh bien là il faut penser à la carence en testostérone en prévalence, chez l'homme et chez la femme. Une femme peut aussi beaucoup souffrir d'une carence en testostérone. Elle peut être terriblement déprimée par manque de testostérone et elle peut être fatiguée lorsqu'elle fait un effort physique. Donc c'est une fatigue qui ressemble à ceci. On a la fatigue de fond, puisqu'on a une carence en testostérone, et puis elle est beaucoup plus importante avec une activité sportive, et après le sport, on reste un peu fatigué, puis ça va mieux de nouveau. Et on revient à sa fatigue de fond. Donc, pour le sport, les hormones qui donnent le plus d'énergie, c'est la testostérone. C'est chez les femmes aussi les hormones féminines, mais de moindre mesure que la testostérone, et c'est l'hydrocortisone. Donc, quand je fais un marathon, par exemple, j'aime bien en faire 3 comme ça par an, je prends un peu plus de ces hormones-là. Et j'ai oublié de dire, mais je prends aussi la DHA, mais je ne voulais pas montrer que la DHA donne de l'énergie, parce que ça donne peu d'énergie par rapport à ces hormones-là, quoi. Si je suis contrôlé, je suis contrôlé positif, quoi. Mais comme je ne fais pas partie de la ligue, je peux, quoi. Ouais. Maintenant, je me suis rendu compte que je ne prends presque plus d'hydrocortisone en plus maintenant. Avant, oui, plus du tout, parce que j'ai une meilleure technique de course à pied. Mais la testostérone, je le fais parce que sinon, je ne récupère pas. Hein. Donc, moi, j'ai fait une fois, c'était un peu fou, hein, c'était un peu trop, mais je me sentais quand même très bien. J'ai fait un marathon par semaine, 9 semaines d'affilée. J'ai eu du mal au dos après. Donc, mais le mal au dos ne venait pas des marathons. Ça venait que je n'avais pas le temps de m'entraîner entre les marathons. Donc, je courais dans une salle de fitness avec une pente, 15%. Et alors, je ne courais pas bien et ce n'était pas bon pour mon dos. Et donc, maintenant, je ne fais plus du tout ça et je n'ai pas de problème là. OK. Mais je récupérais en 2-3 jours totalement. Hein. Je n'avais plus de courbatures, rien du tout. Mais si je n'avais pas pris plus de testostérone dans cette période-là, ça n'aurait pas été. En fait, courir des marathons, ce n'est pas du tout bon pour la santé, mais si vous atténuez le problème en prenant plus d'hormones, dites surtout anabolisantes, celles qui font reconstruire le corps. Donc là, vous atténuez fortement les problèmes. Alors, le traitement à la testostérone donne de l'énergie physique. Vous voyez, ça, c'est chez les hommes jeunes, très, très puissants, comme ça, avec beaucoup de puissance, c'est ça. C'est vraiment la testo qui donne cette puissance. Et le mieux, c'est un gel transdermal à 10%. Donc, pour l'instant, vous êtes autorisé à prescrire un gel de 10%. C'est le pharmacien qui n'est pas autorisé à donner ça. Et j'espère qu'ici quelques semaines, ce sera possible. Je ne suis pas sûr que... J'espère vraiment, parce qu'on a fait son possible. On a eu beaucoup de mensonges de l'agence. Elle n'a pas voulu nous montrer. Elle a fait une enquête dans tous les autres pays européens pour voir si ils avaient eu des problèmes de contamination d'enfants parce que le père avait pris la testostérone. Hein. Et ils ont refusé de nous montrer les résultats. Donc on a dû faire des injonctions, une procédure pour qu'ils nous donnent les résultats de l'enquête. Ils avaient tout barré. Ils avaient donné l'enquête, ils avaient tout barré. Tout. Et alors, tous les États, aucun État a dit qu'il y avait eu un problème en Europe. Et alors, ils ont fait toute une liste de la littérature. Qu'ils avaient, dans la littérature, publié qu'en mettant des gels de testostérone, les enfants étaient facilement contaminés et développaient de l'hirsutisme. Et ils ont caché les concentrations. C'était 9 sur 10 à du 1%. Donc, ce qu'ils autorisaient. Et donc, ils avaient caché ça. Et donc, moi, j'ai été revoir. Et tout ça. Donc, on a une agence qui veut être bienveillante, je le crois,
mais pour ça est prêt à fausser les résultats et à induire en erreur les juges et le ministre. Donc ça m'a coûté cher à payer des avocats, mais ça m'a coûté aussi cher d'aller chercher toute cette information. Hein? Oui. Donc le truc, c'est de donner 4 fois plus de testostérone, c'est-à-dire qu'il faut donc l'étaler à 4 fois plus d'endroits et il y a plus de risque de contamination. Et alors le problème, c'est que moi, ce que je propose toujours, de mettre la testostérone au niveau du front, le côté latéral du cou, pas sur la barbe, hein, ça ne peut pas être sur des zones pileuses, et alors au-dessus de la clavicule et parfois sur le côté. Parce que ces zones ont une haute absorption. Surtout là où on rougit, il y a plus de vaisseaux, on absorbe mieux la testostérone. Et si on le met dans le dos ou le torse ou le ventre, on a beaucoup moins d'absorption. Donc il y a un risque de contamination de plus et d'effets irréguliers ou insuffisants. Et donc, si on met 4 fois plus, il faudrait peut-être mettre 7 fois plus pour compenser les zones qui ont peu d'absorption, sur lesquelles on est obligé de le mettre. Et donc ça devient une compote comme ça qu'on met. De toute façon, il existe l'article de la loi des médicaments, alinéa 12, article quater, le 4e article, qui permet aux patients de recevoir de l'étranger les produits qui ne sont pas en Belgique et qui sont autorisés dans ce pays-là, par la poste même, c'est marqué. Alors l'agence conteste ça, qu'il y aurait d'autres trucs, mais non, là c'est carrément mis, donc vous êtes protégés, quoi. Alors, allons plus loin. Alors, il y a aussi des injections de testostérone. C'est l'Enentat ou Sepionat. Ce que nous avons en Europe, c'est l'Enentat. Sepionat, c'est aux États-Unis, surtout. Une fois tous les 2 semaines, 250 mg. Ce n'est plus en Belgique, c'est l'Androtardil en France ou le Testoviron dépôt en Allemagne. Donc, le pharmacien doit aller chercher ça là. Le Sustanon ne marche pas si bien. C'est ce qu'on a encore en Belgique en injectable. Le testostérone donne énergie, par exemple, chez les hommes qui ont du sida. Donc, ils sont tous fatigués, hein, mais ils ont aussi tous des carences en testostérone. Et on donne 2 injections par semaine, ce qui est très élevé pour inverser le catabolisme. 79% moins de patients se plaignent de fatigue. Donc, il n'y a que 21% qui restent un peu fatigués, et je suppose un peu moins fatigués avec la testostérone par rapport au placebo, qui n'avait pas d'effet. Alors, comment est-ce que la testostérone augmente l'énergie? Eh bien, elle augmente l'ATP, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Donc, même, par exemple, une étude qui montre qu'elle augmente même l'ATP dans le sperme. Donc, c'est un homme qui a du sperme peu mobile, souvent un homme pauvre en testostérone. Vous savez que la fertilité dépend de la mobilité des spermes. Eh bien, c'est boosté par la testostérone, mais pas trop de testostérone, sinon ça diminue la production de sperme. Donc, il faut juste une petite dose pour pousser. Ça, on a par exemple ici des mâles et des femelles des rats, et on voit que l'effet sur le muscle squelettique, lorsqu'on enlève les gonades, donc on les rend en carence en testostérone, il y a beaucoup moins d'ATP dans le muscle squelettique et beaucoup moins de l'enzyme créatine phosphokinase et myokinase, donc qui peuvent donner de l'énergie. Et on a vraiment, lorsqu'on donne à ces rats castrés, mâles et femelles, on donne de la testostérone, il a plus d'ATP un peu partout et ses enzymes sont améliorées. Donc on inverse la situation. Alors, les hormones sexuelles chez la femme, les œstrogènes en fait donnent une sorte d'énergie qui n'est pas comme la testostérone physique, mais qui est émotionnelle, qui est l'excitation. C'est souvent l'excitation d'une femme qui attire très fort l'homme. Enfin, en tout cas, moi, ça m'attire. Et chez ma femme, quand je vois ma femme comme ça, et c'est vraiment les œstrogènes. Plus elle a d'œstrogènes, plus elle est capable d'avoir cette énergie qu'elle transmet comme ça à tous ceux autour d'eux. Et c'est l'œstrogène. Donc une femme ménopausée, on donne de l'œstrogène, elle revit. Et à nouveau cette énergie excitante. Évidemment, si elle ne reçoit que des œstrogènes sans progestérone, ça peut devenir une nervosité. Donc, il faut toujours la progestérone aussi pour calmer l'excès d'excitation qui pourrait devenir une nervosité. Donc, c'est l'utrogestan chez nous,
la progestérone micronisée. On pourrait faire une progestérone liposomale, mais en Belgique, il n'y a pas de pharmacien capable de faire une crème liposomale très efficace. Ça permet une meilleure absorption. Et nous, on envoie une pharmacie en Allemagne, à Francfort, qui peut le faire, mais en fait, elle le fait faire en envoyant sa crème en Suisse. Et puis, ils ont des appareils très, très spéciaux, de haute technologie, qui permettent alors une très bonne absorption. Les œstrogènes donc donnent de l'énergie en augmentant aussi l'ATP, mais ça n'augmente pas chez l'homme. Donc un homme qui a beaucoup d'œstrogènes ne va pas augmenter en énergie, en tout cas pas en ATP, mais une femme, oui. Donc ça, c'est différent. Testostérone augmente chez tout le monde. Et on peut mettre ça là. Donc les œstrogènes augmentent l'ATP et il y a toute une réaction au niveau des mitochondries où ça fonctionne. Et on a vu que lorsqu'on enlevait les gonades chez une femelle, il avait évidemment moins d'ATP et créatine kinase. On a vu ça d'abord dans ses muscles, mais lorsqu'on donne ça, l'œstradiol, on augmente l'ATP dans les muscles et la créatine phosphokinase. Donc vraiment, tant que chez le mâle, pas d'effet. Donc la testostérone chez la femme donne cet esprit de combatif, de vouloir faire la compétition par exemple. Et lorsqu'il y a deux traitements, le traitement transdermal en testostérone ou les injections de testostérone. Alors quand on donne des injections, c'est tout à fait différent. Hein. C'est une femme qui est un peu écroulée, on va voir ça, et avec les injections, elle devient très, très forte, très brillante. Donc, les traitements ici de cette fatigue de fond, donc c'est testostérone chez la femme, ce serait un testostérone à 0,5%, un tiers à 1 gramme. Alors, on avait avant le Testim en tube, et alors on mettait une partie du tube dans la seringue. Mais le Testim disparaît maintenant, est retiré du marché. Et alors, malheureusement, on ne sait pas faire ça. Alors, il faudrait que le pharmacien prépare une crème à 0,5% en général, et on prend ça d'un tiers à 1 gramme par jour, et on le met au niveau de l'intérieur du bras. Et donc, on voit ici que la testostérone chez la femme diminue la fatigue, diminue la dépression, diminue les concentrations dans les études par rapport à une femme qui prend que des œstrogènes. Si on ajoute la testostérone, on a une amélioration supplémentaire de ces paramètres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'il y a un collapse mental? On est épuisé. Une femme est épuisée, une extrême fatigue mentale qui ne répond à rien. C'est chez les femmes. Hein. Elles ont été très bien, et à un certain moment donné, c'est plus du tout la même personne. Elles sont effrondées, elles se plaignent tout le temps. Vous faites ce que vous voulez, vous donnez les hormones que vous voulez, elles continuent à se plaindre, c'est jamais, jamais bien. Moi, j'ai une femme qui disait, vous n'allez jamais améliorer ma fatigue. Et elle a réussi, hein. Elle a réussi. J'ai jamais su améliorer sa fatigue les 8 premiers mois. Alors j'ai dit, maintenant, on arrête ce cirque. Enfin, on arrête le traitement inadéquat. On donne le reste, mais on ajoute des injections de testostérone. Ça, c'est vraiment presque la pire des patientes que j'ai jamais eues où ça ne marchait pas. Et elle était aimable, hein, c'est pas ça. Mais elle était convaincue que j'allais jamais améliorer sa fatigue. Elle avait tout essayé avant. Et en effet, on avait pratiquement confirmé sa confirmation. Mais alors, j'ai donné des injections de testostérone. Hein. Et après 2-4 mois de dose élevée en testostérone, vous avez une femme qui non seulement se sent bien et mieux, mais c'est une femme qui a de la testostérone. Ça veut dire, j'ai envie de faire ceci, je vais le faire, et je le fais, parce que j'ai l'énergie. Déterminée, plus d'hésitation, fait les trucs. C'est un peu difficile au début pour le mari, mais elle a plus de libido. Et au fond de lui, un homme, il aime bien une femme brillante, une femme effrondée, ras-le-bol, hein, une femme brillante qui lui tient tête. Super. Je parle d'expérience. Et donc, ça vaut vraiment la peine, ce traitement. Évidemment, il faut éviter la pilosité parce qu'on donne des doses plus élevées. On va à des doses qui sont 2 à 3 fois la limite supérieure du jeune adulte.
Sans risque, hein, parce que plus haut sont les taux de testostérone, mieux sont les artères d'une femme. Hein. Les artères sont des tubes de muscles, ils sont mieux avec plus de testo. Donc on donne de la finastéride alors. Un bloqueur de la conversion de testostérone en dihydrotestostérone, et elle reste tout à fait féminine. Hein. Moi j'avais une femme aussi qui disait « j'ai jamais cru que j'allais me départir de cette dépression. Jamais, jamais cru. » Et maintenant, je prends ces injections de testostérone, mon corps n'a pas changé, il est juste plus ferme, la cellulite a disparu, mais je me sens tout à fait féminine. On est évidemment toujours à des doses qui sont encore moins que ce qu'on donne chez les hommes. Hein. Alors, on a ici 2 à 4 mois, et on a vraiment des genres de Iron Lady, hein, des dames de fer brillantes, etc., qui vraiment peuvent changer le monde. Hein. Donc les doses peuvent être entre 50 et 150 mg par mois, dépendant si elle est très grande dame avec beaucoup de muscles, il faut plus. Et fréquent, c'est parfois, alors ça il faut bien comprendre, parfois on donne des injections pour avoir des taux stables tous les 2 jours, toutes petites injections. Ou bien on donne 1 fois par mois quand on n'a pas envie de se soucier. Alors, donc on le met dans l'intérieur de la cuisse et pour éviter la masculinisation, on donne entre 2,5 à 10 mg de finastéride. Alors vous allez voir sur Internet, finastéride n'a pas bonne presse. C'est un progestatif, la finastéride. Hyper dangereux si vous le donnez uniquement sans testostérone. Donc on donne aux jeunes hommes qui veulent pour leur calvitie, on leur donne du Propecia 1 mg. Et ça ne marche pas bien. Ça marche beaucoup mieux en donnant la testostérone et plus de finastéride à haute dose. Eh bien, ils vont développer une atrophie des organes génitaux, évidemment. 1 mg, ce n'est pas beaucoup, mais ça va donner un petit truc. Donc, il faut vraiment, et je n'ai pas de problème avec ça, assez d'autres. Donc, mais jamais sans testostérone. Oui? Le finastéride, non, pas chez la femme, pas de perte de libido. Hein. C'est la testostérone qui donne le libido, pas la dihydro. Hein. Mais la sensibilité sexuelle pourrait être diminuée si on donne trop. Donc il faut vérifier l'androstendiol-glucuronide qui doit être normalement entre 1 et 5. Enfin, il devrait être plus tôt. À 5, c'est beaucoup trop élevé, mais ça sont les valeurs de référence. Il doit être environ entre 2 et 3. Okay? Il ne doit pas être plus que 3,5, l'androstendiol-glucuronide. Il ne peut pas être moins que 1. Sinon, on a une atrophie, une régression des organes génitaux, réversible, mais quand même. Et donc, ça diminue la sensibilité. Donc, il faut vraiment vérifier le taux d'androstendiol-glucuronide pendant ce temps. Et donc, moi, j'ai des taux de 2 à 3, sans aucun problème, qui sont bien avec ces taux-là. Sinon, j'adapte la finastéride. Il n'y a pas de pilosité à ces taux-là. Enfin, pas d'augmentation de la pilosité. Alors, donc, ça sont les taux qu'on peut avoir avec ce traitement, qui est pas mal. Donc, pas de masculinisation aussi longtemps que le androstendiol-glucuronide, qui est le métabolite de la dihydrotestostérone, l'hormone qui donne la pilosité, est en dessous de 3,5. J'ai l'honneur ou la chance de présenter Anne Évrard, qui a écrit un livre sur le burn-out, qui elle-même a vécu le burn-out de très près, et qui donne beaucoup d'informations que je ne donne pas ici parce que je me suis occupé que de ce qui est hormonal et nutritionnel, mais elle est au courant de beaucoup plus que moi sur ce qui peut aider pour le burn-out. Les questions seront après. Merci Thierry. Bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Anne Évrard. Moi je suis juriste de formation. J'ai travaillé 20 ans dans les télécoms comme avocate, comme directrice juridique et des ressources humaines et pour le ministre des télécoms. Et il y a 5 ans, un samedi matin, je ne me suis pas levée, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit « waouh, ça va plus ». La semaine d'avant, j'ai fonctionné correctement. J'avais tous les symptômes pré-burnout, mais je n'en étais pas consciente. Et les 3 premiers mois, j'ai dormi 18 heures par jour. Le reste de la première année, me traîner en pyjama, pas avec les bonnes solutions. Et j'ai trouvé que les gens étaient fort isolés dans cette expérience et que chacun tâtonnait de son côté pour essayer de s'aider avec un médecin généraliste, un psychothérapeute, essayer de comprendre ce qui se passait avec sa honte, sa culpabilité, etc. J'ai trouvé qu'il manquait sur le marché un livre qui permettait aux gens de comprendre ce que c'est le burn-out. D'abord, pourquoi est-ce qu'il y en a tellement dans notre société aujourd'hui ? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du travail ou dans la vie privée pour que les gens en arrivent jusqu'à un épuisement physique complet ?
Alors j'ai écrit ce livre que j'aurais voulu avoir à l'époque, c'est donc le guide du burn-out. Il est paru il y a 1 an et demi en français. S'il y a des néerlandophones dans la salle, il vient d'être traduit. Et il recouvre beaucoup de témoignages. J'ai fait parler des hommes, des femmes, des gens avec enfants, sans enfants, des jeunes, des gens proches de la pension, pour que chaque lecteur puisse un peu se retrouver dans les différents témoignages. Aujourd'hui, je pense que mes meilleurs ambassadeurs sont les médecins, les thérapeutes, qui souvent recommandent à leurs patients en burn-out ou proches de l'épuisement de lire l'ouvrage pour comprendre ce qui leur arrive, pour dédramatiser ce qui leur arrive et avoir une solution globale. Il y a évidemment l'aspect médical, mais il y a aussi l'aspect qu'est-ce qui se passe dans la tête, qu'est-ce qu'on va devoir changer dans son mode de vie pour arrêter de s'épuiser. Et c'est certainement pour pouvoir aussi mieux communiquer avec son entourage, parce que c'est très très difficile quand on est en burn-out de pouvoir en parler et d'être entendu. Alors je voudrais vous remercier Thierry et Claude de m'avoir proposé de vous présenter l'ouvrage. J'en ai des exemplaires qui sont en vente, donc ils coûtent 15 € en français, 20 € en néerlandais. J'ai également des petits signets comme ça que vous pouvez emporter pour donner à vos patients si vous souhaitez leur distribuer, leur proposer de lire le livre. Voilà, je vous remercie et c'est le moment de la pause maintenant. En fait, il y a plusieurs diapositives encore à suivre, mais je pense qu'on fait la pause ou on peut terminer encore 10 minutes, 15 minutes, non? Comme ça, on peut terminer un peu ceci. Oui? Question? Si on a simultanément une baisse de DHEA et une baisse du cortisol, est-ce qu'il n'est pas intéressant de donner la PrEP directement? Alors la question, est-ce qu'on peut donner la pregnenolone, qui est le précurseur aux hormones surrénaliennes, dont la DHA et le cortisol, est-ce que ça suffit de donner la pregnenolone? En fait, non. Les résultats ne donnent pas de bons résultats. Il faut, même si on donne... Peut-être si on donne 300 mg ou 400 mg, mais la dose normale est 50 mg, disons, ça ne marche pas si bien. Et une fois qu'il y a une carence, ça marche beaucoup mieux en donnant l'hormone finale, hydrocortisone et DHA. Mais en fait, s'il y a un manque de pregnenolone, parce que nous on vérifie ça, c'est qu'on est presque sûr qu'il y a un manque de cortisol et de DHA aussi. Mais ça dans les résultats, même à 300 mg, on n'avait pas suffisamment d'amélioration du manque de cortisol et DHA. Donc, je pense qu'il faut mieux donner, quand on fait un dosage, toutes les hormones qu'on trouve moins dosées, parce que le résultat est meilleur. Est-ce que tu accordes de l'importance à donner des éléments adaptogènes? Alors, les adaptogènes sont souvent des plantes qui stimulent en fait la glande, et ça donne environ entre 5 et 15%, peut-être 20% d'amélioration. Donc, ce n'est pas suffisant. Disons que c'est mieux que rien. Ce n'est pas dans la bonne direction, mais ce n'est pas génial. Donc, en fait, je suis même irrité souvent quand un des médecins chez moi donne de la DHS ou quelque chose comme ça pour les surrénales, parce que c'est bien ce qu'ils font. Mais moi, je vois toute cette souffrance des personnes. Parce que moi, j'ai un manque de cortisol. Donc, je sens très fort. Et alors, j'ai peut-être de l'empathie. Ça, c'est pas bien. Il faut avoir de la compassion. C'est mieux. Ça vient, on est un peu pris par le sacré et on essaye d'influencer enfin, les choses positivement, etc. Mais je sens la souffrance des patients là derrière qui n'est pas soulagée. Oui, moins avancé, mais c'est toujours une bonne chose, hein? C'est pas un mauvais traitement, c'est un traitement insuffisant. C'est simplement ça, il faut se dire, quelle est la médecine qu'on veut faire? Le problème, c'est que moi, j'ai beaucoup de carences hormonales, et donc je sens quelle est la souffrance du patient s'il ne prend pas le traitement, disons, optimal. Les associer et puis glisser progressivement et quand les choses vont mieux. Est-ce qu'on pourrait associer, ça c'est la question. Et ne laisser que les choses qui intéressent les gens, c'est-à-dire les choses naturelles. Oui, donc la question, est-ce qu'on pourrait associer au début une hormone plus un adaptogène, donc un traitement qui stimule, et après on offrait que le traitement adaptogène et naturel? En fait, le traitement naturel n'est pas l'adaptogène, c'est une plante. Le traitement naturel, c'est donner une molécule qui existe dans le corps. Donc, est-ce qu'on peut donner un traitement non naturel d'origine de plante pour remplacer le traitement humain à la structure? On peut toujours. Le problème, c'est que la personne va retomber dans une partie de sa fatigue, quoi.
Et donc, c'est bon, mais ce n'est pas optimal. Et donc, tu es déjà dans la bonne direction, si tu fais ça. Alors, je pense qu'on n'a pas vraiment le temps de tout voir, donc on va essayer de survoler et mettre plus l'accent sur certains points. Alors, ici, donc, la fatigue, on reste 12 heures dans son lit et on n'a toujours pas récupéré, ça, c'est une fatigue typique qui est due à l'insuffisance en hormones de croissance, surtout, accessoirement en IGF-1. Donc là, la personne ne va plus jamais de sa vie récupérer, si on ne donne pas l'hormone de croissance. Plus jamais, même si elle va en vacances, c'est fini. Vous avez une carence trop importante d'hormones de croissance, vous n'allez plus jamais récupérer, toujours être fatigué, tout le temps. Et voilà, c'est vraiment ça. Ça, c'est le truc, on s'écroule, enfin, c'est un peu... Et cette genre de fatigue, c'est l'insuffisance en hormones de croissance. On est crevé, on est cassé. Insuffisance d'hormones de croissance. Et alors, vous voyez ici, toute la journée, elle s'aggrave vers le soir, tu vois. Et on a ici, par exemple, des patients en fatigue chronique. Et qu'est-ce qu'on voit chez eux? C'est qu'ils sont capables de fabriquer 48% moins d'hormones de croissance. Et le taux d'IGF-1, qui en fait, l'hormone de croissance va agir en stimulant la sécrétion d'IGF-1, qui va faire une partie de ses effets, tombe à environ 40%. Et donc, beaucoup d'études ont montré ça. Ici, 60% moins de réponses lorsqu'on stimule la sécrétion d'hormones de croissance. Donc, la fatigue aussi due à l'insomnie et à un sommeil superficiel, parce que l'hormone de croissance fait dormir profondément. Donc, si on n'a pas assez d'hormone de croissance, on aura un sommeil superficiel, on ne fait que se réveiller. Et en fait, qu'est-ce que l'hormone de croissance? Elle donne cette impression qu'on a au printemps. Quand moi j'ai commencé à prendre l'hormone de croissance à l'âge de 38 ans, j'ai senti comme le printemps était de retour. J'avais oublié qu'il était parti de moi, cette énergie. Et donc c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On a l'impression que la vie vaut vraiment la peine, quoi. C'est frais, c'est gai, cette fraîcheur revient. C'est l'hormone de la fraîcheur. Énergie et fraîcheur, comme on a quand on était jeune. Et ça donne aussi ce sentiment qu'on est beaucoup plus léger, on sait faire les choses beaucoup plus facilement. Et ça donne vraiment l'énergie et la vie de retour aux gens. On est de nouveau tout à fait vivant. Et alors on en voit des études, en effet, que ça augmente l'ATP et l'ATPase. Et les injections d'hormones de croissance sont des traitements. Donc on a toutes sortes de trucs. Nous, on prend de l'omnitrope ici. Et c'est vraiment l'hormone bioidentique, évidemment, qu'il faut donner. Et les doses sont entre 0,05 et 0,4 mg par jour, le soir avant le coucher. Augmenter lentement les doses, comme pour les hormones thyroïdiennes. Et on les injecte environ ici. Et on ne jamais pincer la peau quand on injecte. Jamais. On fait des bleus. Il faut étirer la peau. Et alors, il faut le donner avant le coucher. Très rarement, il faut le donner le matin parce que certaines personnes, ça stimule la thyroïde directement après. Et alors, ils ne savent pas dormir. Donc, mais généralement, on dort mieux avec l'hormone de croissance. Donc, on le prend avant le repos. Et alors, on a un pic le soir et on imite le pic qu'on a pendant la nuit. Et alors, on voit, bon, ce sont des patients qui ont pris l'hormone de croissance, ça a été beaucoup mieux pour l'énergie. Puis, lorsqu'ils ont arrêté l'hormone de croissance, ça a été beaucoup moins bien. Ils ont repris, c'était mieux, quoi. Donc, alors la fatigue qu'on a lorsqu'on reste assis, comme si vous êtes un peu vaseux ici et fatigué, et vous êtes mieux couché, ça c'est la fatigue due à l'insuffisance, ce genre de fatigue ici, à l'insuffisance en aldostérone. C'est l'hormone qui garde la tension artérielle élevée, et on a alors des fatigues par moment, comme ça, des pointes plus élevées. Et alors, on voit qu'on est un peu vaseux, dans la voiture, par exemple, parce qu'on reste tranquille dans la voiture. Ça, c'est typique. Aussi, moi, par exemple, je reste debout maintenant et je serai un peu vaseux. Je manque d'aldostérone. Mais j'en ai pris, donc ne vous en faites pas. Je ne vais pas m'écrouler par terre. Mais au début, quand je faisais des conférences, 10 heures d'affilée, je peux vous dire que c'était difficile l'après-midi. Je devais faire de très bonnes diapositives et je lisais un peu mes diapositives parce que ma tête était vraiment vide. J'ai une tendance à avoir une tension assez basse.
Alors voilà, on est mieux couché, typique, la personne qui adore prendre ses vacances tout couché à la plage tout le temps, vous avez déjà fait le diagnostic, elle manque d'aldostérone. Alors, le traitement, c'est en fait donner la fludrocortisone parce que c'est un effet plus constant que l'aldostérone qui est très éphémère et en plus, on ne trouve pas l'aldostérone dans nos pays. Donc la fludrocortisone, 100 microgrammes est environ la dose moyenne à donner avec laquelle on commence en général. Donc on voit ici qu'en effet, ça améliore la fatigue, moins 63% en donnant la fludrocortisone 100 microgrammes. Aussi la fatigue mentale forte diminuée. Le burn-out, alors le burn-out, on va peut-être aller assez rapidement, c'est un syndrome de déficience multiple. Et on a besoin de thérapies multiples hormonales pour complètement guérir du burn-out. Alors l'évidence, c'est quand vous voyez tous les symptômes du burn-out, c'est en fait des symptômes typiques d'insuffisance hormonale. Et on voit ici tout ça. Quand on voit par exemple ici, ça sont les symptômes de manque de cortisol, les problèmes gastro-intestinaux, la culpabilité, l'irritabilité, typiques. Bon, ça part avec le cortisol. Les symptômes de déficience d'un hormone de croissance qu'on retrouve ici, l'épuisement, l'impression de pouvoir rien faire, d'être désespéré. L'absentéisme au travail typique, ceux qui ont manque d'hormones de croissance restent chez eux. C'est social isolate, l'isolation sociale. Et alors ici, la violence thyroïdienne ici, le fait de faire beaucoup d'infections, le manque la dépression, peut-être un manque de testostérone, etc. Donc toutes sortes de choses. Oxytocine, ça c'est très important, l'oxytocine, on prend des drogues à la place. Si on a beaucoup d'oxytocine, pas du tout tendance à prendre des drogues. Vous pouvez essayer et ça marche difficilement. Et alors le fait de se retirer, de ne pas vouloir voir les gens, c'est un peu d'oxytocine. Donc il y a beaucoup, on voit aussi que les taux hormonaux sont bas dans le burn-out. Et si on va voir, le plus fréquent, c'est les surrénales qui sont vraiment faibles, avec le manque de cortisol. Et ce genre de sentiment d'être stressé, ça c'est le manque de cortisol. Et alors l'irritabilité typique du manque de cortisol. Très difficile d'être irritable si on a beaucoup de... Donc ça c'est vraiment avec les crises de colère. Ça c'est typique, le manque de cortisol. Il faut faire attention avec les gens burn-outés. Si on a un manque de cortisol, c'est pas discuter avec eux à ce moment-là. Donc ici, une étude qui montre en effet que les taux sont 40% de moins dans les urines. Donc ça, c'est la production sur 24 heures qui est reflétée là. Et en général, les individus en bonne santé font un pic de sécrétion, et le matin et le soir peu. Et qu'est-ce qui se passe en fait chez vous voyez que ce pic diminue progressivement normalement dans la journée. Donc on fait de moins en moins de cortisol pour pouvoir aller dormir en fait. Et alors vous voyez, donc on voit ça, tous ces petits pics, ce sont des adaptations à des situations de stress. Et ça c'est normal de faire ça. Et dans le burn-out, on a ça comme courbe. Donc ça c'est vraiment des taux plats, tout est plat. On a quand même encore un taux, même pas génial du tout, beaucoup trop peu, pas assez. On ne s'adapte pas au stress, on ne voit presque pas de petits pics, on n'est pas capable de s'adapter au stress. Et donc c'est insuffisant comme situation. Et vous voyez ici, donc on voit vraiment que les taux sont plus bas de cortisol par rapport à d'autres personnes. Ici, ce sont deux catégories de gens burn-outés. Ceux qui sont le plus burn-outés des taux plus bas que ceux qui sont légèrement burn-outés parmi ces enseignants. Et alors l'impression qu'on va s'évanouir, ça c'est typique dû au manque de cortisol. Vous avez ici, comme après un entraînement, ceux qui surentraînent, c'est aussi de la fatigue, c'est du burn-out, eh bien, les taux d'aldostérone et de cortisol sont plus bas. Alors, c'est le fait de réfléchir lentement, de ne pas pouvoir bien rapidement réfléchir quand il faut, c'est typique de l'insuffisance thyroïdienne dans le burn-out. Et on voit que les taux sont plus bas de T3 chez les athlètes qui sont burn-outés et sont surentraînés. Un taux de T3, l'hormone active, qui est en fait beaucoup plus bas. Ils aussi qui sont moins capables de convertir la T4 en T3,
et donc ils ont moins d'activité thyroïdienne. Alors le fait d'être fatigué tout le temps dans le burn-out, il a une incidence du manque d'hormones sexuelles, et le fait d'être fatigué encore plus lors du sport, et qu'on ne sait pas faire du sport pratiquement, et on voit ici nouveau dans ceux qui... le critère de overtraining, c'est d'avoir un taux de testostérone qui est pas optimal. On voit ici chez ces hommes d'une armée, etc., ceux qui sont surentraînés dans l'armée ont des taux de testostérone plus bas, et évidemment les taux des hormones surrénaliennes également plus bas. Et donc l'épuisement qu'il y a dans le burn-out, c'est typique de l'insuffisance en hormones de croissance, je crois que vous le savez, le fait de ne pas savoir faire quelque chose, on a l'impression que c'est... Et alors les attaques de panique, très typiques de l'insuffisance en hormones de croissance. Vous avez ici, par exemple, dans une étude qui montre que les patients qui ont de l'anxiété sociale, ce n'est pas encore des attaques de panique, mais 25% moins d'hormones de croissance. Et ceux qui ont des attaques de panique, 61% moins d'hormones de croissance. L'hormone de croissance calme l'angoisse terriblement. C'est l'hormone qui calme le plus l'angoisse. Et alors, le fait d'avoir un sommeil superficiel, c'est le manque d'hormones de croissance. On voit ici qu'ils ont un manque d'IGF-1, c'est ceux qui sont surentraînés dans l'armée finlandaise, je crois, ici. Et on voit ici dans le surentraînement des chevaux aussi, lorsqu'ils ont surentraîné, ils ont une performance moindre, mais ils ont moins d'hormones de croissance également et une sécrétion tout à fait chaotique. L'IGF-1 peut être aussi un traitement à donner. Ça a enlevé une partie de ma fatigue que j'ai commencé à avoir à l'âge de 50 ans, et les doses sont entre 0,1 et 0,3 mg, parfois un peu plus, et ça peut aller jusqu'à 0,6 mg dans les déficits sévères, tout dépend. Donc, et aussi, en fait, plus grand est la personne, plus elle doit avoir par rapport à la moyenne que je vous ai mis là, et si la personne est plus petite, elle doit peut-être avoir des taux plus petits. Sommeil agité, est souvent un manque de mélatonine qu'on peut donner, et alors l'ocytocine, très important, c'est ce fait de se retirer des autres. Ça, c'est vraiment dans le burn-out la partie du manque. Le fait qu'on est peu affectueux comme ça, c'est typique. C'est pas normal d'être peu affectueux avec ses proches. C'est un manque d'ocytocine. Voilà, comme ce genre de situation, on voit le manque d'ocytocine, c'est flagrant. Et on voit ici aussi la problème avec la prolactine, on ne va pas prendre trop de temps, mais on voit aussi qu'ils avaient un manque d'oxytocine chez les gens qui sont burn-outés. Conclusion, il faut, dans les traitements, corriger toutes les carences. Et en fait, on peut déjà discerner, selon le timing où survient la fatigue, du matin plus important pour le manque d'hormones thyroïdiennes, les œstrogènes et DHA manquent toute la journée, androgènes, il y a des manques lorsqu'on fait un effort physique qui s'accentue, en cortisol en cas de stress et le soir, aldostérone au moment qu'on reste debout ou assis longtemps, et l'hormone de croissance, si jamais on va coucher trop tard, là on est épuisé pendant plusieurs jours. Donc il y a toutes sortes de traitements à donner, hormonaux, qui sont les traitements vraiment de base en fait. Et bon, tout le reste vous allez pouvoir peut-être voir vous-même, mais en gros il faut aussi contrôler l'alimentation pour avoir de bons taux d'hormones. Il faut manger plutôt l'alimentation paléo. Il faut aussi que la chambre soit très foncée pour faire plus de mélatonine la nuit par exemple, et le jour il y a beaucoup de lumière parce qu'alors on fait plus de cortisol. Très important, il faut peut-être, pour bien dormir, mettre des bouchons dans les oreilles si vraiment il y a trop de bruit, parce qu'actuellement le monde n'est pas seulement pollué de substances toxiques, mais de bruit, et alors donner les traitements qu'il faut pour bien dormir, dont surtout la mélatonine et l'hormone de croissance sont majeurs là-dedans. Les traitements des insuffisances surrénales doivent généralement être faits dans le burn-out en tous les cas, et il faut aussi combler les autres carences pour tout à fait être bien. Et aussi, certains nutriments peuvent aider. Pour le sommeil, 5-HTP, GABA peuvent aider. Et le lithium en cas de gros stress. Voilà. Je pense qu'on n'a pas le temps pour les questions. On aura d'autres moments pour les questions. Et donc, je vous propose qu'on fasse la pause maintenant.